Mais il reste encore pas mal de questions. Comment choisir delta 1 et delta 2? Comment choisir U? La signification de delta 1 et delta 2. Et si on reste dans le cadre des méthodes déterministes, jusque-là, on n'a pas beaucoup d'arguments. Bon, évidemment, donc je viens vous en donner quelques éléments, quelques méthodes pour choisir MUC, mais on n'a pas beaucoup d'arguments pour choisir entre les différentes distances qui est possible pour delta 1 ou pour delta 2. Et comment interpréter? Et en particulier, le choix du delta 2, ça correspondait à mon notion d'a priori, connaissance a priori. Nous avons vu par exemple qu'on cherchait la solution de l'énergie minimale. Nous avons vu comment par exemple la contrainte de douceur il nous a amené à choisir df au carré. Mais si on avait d'autres connaissances a priori, par exemple si je vous dis que l'image f que je cherche est constituée de k composants, comment le prendre en compte? Si je dis que je cherche à obtenir une image donc, qui soit régulière, on l'a vu. La régularité, on l'a définie comme ça. Mais ce que je viens, la positivité, comment le prendre en compte? Donc ça c'était régularité. Positivité. Il y a aussi exactement le fait qu'on sait que f, dans le cas d'un problème de traitement d'image, f est constitué d'un nombre fini de matériaux. D'un nombre fini. F c'est un objet en imagerie. Comment les prendre en compte? Si on reste dans les méthodes déterministes, on a du mal à répondre à ces questions. Donc, pour pouvoir aller au-delà de ça, ben exactement, pour pouvoir faire d'autres choix a priori avec d'autres arguments. De même, ce terme-là, pourquoi on avait choisi G lorsqu'on avait un modèle G égale HF plus epsilon? On avait choisi G moins HF au carré parce qu'on supposait connaître, par exemple, on cherchait à minimiser l'énergie de l'erreur. Mais l'erreur, si on connaît des informations supplémentaires sur les erreurs, par exemple, si on sait que les erreurs sont poissonnières, comment les prendre en compte? En fait, choisir G moins HF au carré, de manière implicite, on est en train de supposer que epsilon est gaussien. Mais si on sait que le bruit n'est pas gaussien, comment le prendre en compte? Donc, ces méthodes déterministes ont des limites que je viens de mentionner. C'est pourquoi, pour pouvoir aller plus loin, pour résoudre donc des problèmes réels, des problèmes actuels, on va vers les méthodes probabilistes. D'autres limites, c'est, d'accord, vous calculez une solution ici, égale quelque chose, ou vous obtenez une solution. Si on vous demande quelle confiance vous faites cette solution, donc quelle incertitude reste sur la solution? Vous ne serez pas capable de répondre dans les méthodes déterministes. Alors, les méthodes probabilistes, exactement, c'est une extension, ce sont des outils qui vont nous permettre à répondre à des questions comme que je viens de vous poser ici. Alors, le mot incertitude, degré de confiance, et le mot incertitude, évidemment, automatiquement, qui nous amène donc à la notion de méthode probabiliste. Et dans les méthodes probabilistes,
qu'est-ce que c'est que la notion d'une variable, d'une quantité sur laquelle on attribue une loi de probabilité, et de x? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, évidemment, en langage courant, on utilise variable aléatoire, et le mot aléatoire, c'est pas la notion de hasard qu'il faut prendre en compte. C'est pas ça. Lorsqu'on est incertain sur une quantité, c'est pas parce que cette quantité-là c'est aléatoire, c'est parce que notre connaissance sur cette quantité est imparfaite. Donc c'est la notion connaissance imparfaite. Lorsque par exemple je vais dire que x suit une loi de probabilité comme ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que x est aléatoire au sens de langage courant. Ça signifie quoi? Que ce que moi je connais sur x, par exemple, si je dessine une loi de probabilité comme ça, ou si je dessine une loi de probabilité comme ça, qu'est-ce que cela signifie? Choisir ou attribuer une loi de probabilité à une quantité signifierait, il essayerait de traduire en langage mathématique notre niveau de connaissance à une grandeur. D'accord? Donc, probabilité ou loi de probabilité est un outil mathématique pour décrire une connaissance partielle alors on peut utiliser partiel, incertain, etc. Pour mettre toutes les vocabulaires que vous voulez. Mais en tout cas, l'idée c'est traduire en langage de probabilité notre état de connaissance d'une quantité. Ce n'est pas forcément que cette quantité-là, c'est aléatoire. Bon, c'est vrai que pour le bruit, souvent, on imagine que c'est en fait lorsqu'on ne sait pas modéliser mathématiquement une grandeur de manière exacte qu'on utilise la théorie des probabilités. Si on pouvait le modéliser exactement, d'un point de vue mathématique, un phénomène physique complexe, une quantité qu'on voudrait mesurer, si on pouvait le modéliser exactement, il n'y aurait pas de problème. Mais évidemment, toujours, rarement, on peut modéliser quelque chose. Les phénomènes sont souvent très sophistiqués. Et l'outil, la loi de probabilité, nous permet de décrire de manière approximative, de manière partielle, notre connaissance sur cette quantité. Donc ça, c'est la définition de notre loi de probabilité. Alors, on va essayer de voir maintenant comment on va utiliser cet outil théorie des probabilités pour résoudre les problèmes que nous cherchons à résoudre. Alors, on va commencer par... Lorsque j'écris le modèle qui est ici, ça, ce n'est qu'un modèle mathématique d'une réalité. Dans un problème de tomographie, nous avons vu qu'on fait plein d'approximations pour arriver à une équation comme ça. On suppose que les phénomènes sont linéaires, on suppose que les liens entre ce que j'observe et ce qui est réellement, c'est une relation linéaire. On suppose que les rayons ils vont en ligne droite. On fait plein d'hypothèses pour arriver ici. Et on suppose qu'ici, toutes les erreurs sont additives, en sortie. Ça aussi, c'est une hypothèse. Donc, pour arriver à ce modèle que je viens d'écrire ici, ça, ce n'est qu'un modèle mathématique qui décrit de manière très simple un phénomène physique très complexe. D'accord? Alors maintenant, bon, imaginons, supposons que ce modèle-là, on accepte. On dit, d'accord, ce modèle-là, moi qu'on convient. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir décrire de manière probabiliste une solution à ce problème. Alors, première étape dans une approche probabiliste, évidemment, c'est ce terme-là. Que communément, on l'appelle quoi? Le bruit. On
qu'on appelle en anglais noise, ou on peut l'appeler error. Moi, je préfère le mot error que de bruit. Ce qu'on appelle l'erreur de modélisation, l'erreur de mesure. D'une manière générale, on appelle erreur. On appelle epsilon, on appelle erreur parce qu'on ne sait pas le modéliser mieux que ça. Qu'est-ce que je peux savoir sur ces erreurs? Est-ce que c'est raisonnable de supposer que les erreurs sont centrées? Centrées pour l'instant. Mais si ce n'est pas centré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des erreurs systématiques. Bon, en général, on cherche à fabriquer un modèle de telle sorte que les erreurs soient centrées. Sinon, il faut revenir sur le modèle. Donc, je suppose, oui, epsilon, centré. Centré en termes mathématiques, ça veut dire quoi? L'espérance de epsilon égale 0. Ça, c'est traduction en mathématiques du mot centré. Ensuite, est-ce que, alors, cette équation-là que j'ai écrite ici, je peux l'écrire sous la forme de G égale HF I plus epsilon I. Donc ici, je suis en train de parler de epsilon I. Est-ce que c'est raisonnable de supposer que epsilon I ne dépendrait pas de I? Est-ce qu'il y a une raison pour dire que le mesure numéro 1 est différent, son erreur, de mesure numéro 2? S'il y a des raisons, si vous avez des arguments, très bien, vous pouvez supposer que c'est le cas. Mais très souvent, on ne sait pas répondre à cette question. Donc, si on ne sait pas répondre à cette question, on va faire l'hypothèse que c'est ne dépend pas de I. Ça veut dire que ça, c'est valable, quel que soit I. Alors ensuite, est-ce que c'est raisonnable de supposer que epsilon I et epsilon J, à deux endroits différents, ou à deux instants différents, est-ce que c'est raisonnable de supposer que c'est indépendant? Est-ce qu'il y a de raisons de dire que l'erreur sur le point de mesure numéro I est différente de l'erreur sur le mesure numéro J? Si vous avez des raisons, des arguments, d'accord, apportez-le. On va le prendre en compte. Mais si on n'en a pas, on va supposer que c'est indépendant. Ok. Alors maintenant, c'est pas fini. Centré, identique, indépendant ou non corrélé. Bah, maintenant, il faudra définir quelle est la loi de probabilité. Qu'est-ce que je pourrais dire sur epsilon I encore de plus? Très souvent, on pose, non, pas tout de suite. Très souvent, on suppose, quel est l'argument d'un ingénieur? Il dit, qu'est-ce que je peux connaître sur le bruit? Très souvent, on argumente sur l'énergie. On dit, l'énergie, on parle de rapport signal sur bruit égale 20 dB. J'estime que dans cette manip-là, le rapport signal sur bruit est 20 dB. Autrement dit, j'ai une idée, je peux fixer juste l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est une espérance de epsilon I au carré. Et cette espérance de epsilon I au carré, ben on va lui supposer une valeur qui est positive. Bon, c'est pas encore fini. Avec tous ces arguments-là que je viens de donner, est-ce que je peux définir maintenant une loi de probabilité pour epsilon I? Non, je peux définir plusieurs lois de probabilité pour epsilon I qui soient centrées, dont la variance soit égale à sigma 2. C'est là qu'on peut l'utiliser, soit on pourrait dire un principe de bon sens, soit un principe de maximum d'entropie. Je peux vous en parler plus dans les détails sur ce principe de maximum d'entropie. Ou tout simplement, alors, si on utilise le principe de maximum d'entropie, ou le principe de bon sens, ça veut dire simplicité. Pourquoi le mot simplicité? Parce que bon, je voudrais bien choisir une loi de probabilité pour laquelle je puisse faire des calculs. Et avec tous ces raisonnements-là, on arrive à dire que epsilon I suit une loi gaussienne. La variance et la moyenne égale 0 et la variance égale sigma 2.
si vous avez des éléments concernant le bruit, que toutes ces conditions-là que je viens de dire, vous pensez que ce n'est pas une bonne hypothèse, d'accord? Dans ce cas, apportez des arguments supplémentaires, on va changer donc la loi de probabilité qu'il faut. Mais pour l'instant, voici donc les arguments qui m'amènent à dire je vais choisir une loi de probabilité epsilon i. Et c'est pas fini. Le vecteur epsilon maintenant, c'est un vecteur aléatoire centré. Alors, lorsqu'on a un vecteur aléatoire, il faut définir la matrice de covariance. Et la matrice de covariance ici, ça va être ça. Et ça, c'est grâce à quoi? Le fait que c'est epsilon i et epsilon j sont supposés indépendants. Ok. Alors avec ça, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a une première catégorie des méthodes qu'on appelle les méthodes à base de maximum de vraisemblance. Méthode dite maximum likelihood en anglais. Alors, quelle est l'idée? L'idée est, question qu'il faudra se poser, c'est quelle est la loi de probabilité de G si je connaissais l'inconnu F? Quelle est la loi de probabilité d'observer les condoms que j'ai observés si je connaissais la solution? Ceci en le prenant logarithme et le considérer comme une fonction de f seulement, on appelle ça likelihood, ou on appelle ça la vraisemblance. Et ensuite, alors, d'où c'est sorti? C'est, si, avec un argument comme ça. Je vais choisir comme solution à mon problème, solution au sens de maximum de vraisemblance, la valeur de f telle que la loi de probabilité de G, si je connaissais f, soit le plus haute que possible. Donc, argument, mathématiquement, argument qui maximise en f la vraisemblance. Ben, on va essayer donc d'appliquer ça pour notre exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire, si je connais f, si j'ai choisi déjà la loi de probabilité qui est ici, si je connais la loi de probabilité de epsilon, et si je connais f, h aussi est supposé connu, quelle serait la loi de probabilité de g? Ça c'est cette signification, il faudra bien comprendre. Si je cherche la loi de g, si je connais f. Et là, c'est facile à le trouver. Ben, si epsilon est gaussienne, si ce modèle est vérifié, si ce modèle est correct, si epsilon est vérifié, et si f est connu, ce terme-là est une constante. Donc la loi de G, si je connais f, c'est une gaussienne aussi. Ça ne change pas. La nature de la loi ne change pas. Mais quelle est sa moyenne? Donc premièrement, c'est une gaussienne. Deuxièmement, la moyenne, c'est HF. Et la variance ne change pas. Ajouter une constante en grandeur ne changerait pas sa variance. Bon, alors, cette écriture qui est là, en détaillé, vous vous rappelez? Ça va s'écrire depuis puissance moins m sur 2, m étant la dimension de vecteur G. Je suppose que ici, I doit de 1 à M. Donc, ensuite, il va y avoir sigma 2 puissance 1,5, moins 1,5. En fait, c'est le déterminant de sigma 2i. Et ensuite, il va y avoir exponentielle de moins 1,5. Ensuite, c'est quoi?
c'est le vecteur G, Moins H. moins HF, moins sa moyenne, transpose. G moins H. Ici, G moins HF. En fait, ici, c'est la matrice de covariance moins 1. On va pouvoir, la matrice de covariance moins 1, ici, ça se simplifie, c'est sigma 2, et ici, c'est tout. Ces deux termes-là, je vais pouvoir l'écrire G moins HF en norme au carré. Si je prends le logarithme de ça, et si je ne garde que, puisque je cherche, puisque ce qui m'intéresse, c'est de trouver la valeur de f qui le rende maximum, je vais exprimer que seulement les termes qui dépendent de f. Tous les autres termes, ça ne va pas jouer un rôle. Les termes qui dépendent de f, ceci ne dépend pas de f. Je peux l'écrire quand même, mais ça ne sert à rien, ça ne va pas l'écrire. C'est une constante, plus. Et le terme qui dépend donc de f, c'est exponentiel de ça. Logarithme exponentiel, ça fait moins 1 demi-2. C'est ça. Et donc, la solution que je cherche, ce serait l'équivalent à argument qui minimise, le moins, je vais le changer en plus. Les constantes qui sont ici, ça ne va pas servir à grand chose, qui va minimiser. Et on arrive à quoi? Et ça, c'était la solution au sens de... Oui. Et ça, on l'avait vu déjà auparavant. Moindre carré. Donc, conclusion, c'est que si on a un modèle linéaire, le bruit additif est gaussien, bruit additif centré est gaussien, et blanc, le mot blanc, je dis que la matrice de covariance est, le mot blanc c'est là. D'accord? Je suis en train de traduire en langage courant, modèle linéaire, bruit additif, bruit centré, gaussien, blanc, de variance commune, de variance sigma 2 commune. Alors, si on a tout ça, oui. Quand on dit blanc, c'est pas plutôt que parce que la matrice de covariance, c'est les diagonales. Vous avez raison. Donc ça c'était c'est le IID, c'est l'identique, effectivement, vous avez raison. Blanc signifie que la matrice de covariance, indépendance entre les matrices. Donc avec tous ces éléments-là, on voit que la solution au sens de maximum de ressemblance, ce serait équivalent à la solution au sens de moins de carré. Donc vous allez me dire, bon ben, alors en quoi on est avancé? Puisque la solution au sens de moins de carré, on le connaissait, et en plus c'était pas bon. Mais en quoi on est avancé? Si, on est avancé quand même. Parce que maintenant, si vous me dites que le bruit n'est pas centré, je peux le prendre en compte. Si vous me dites que le bruit est corrélé, d'accord? Vous connaissez la matrice de corrélation? On va le prendre en compte. Surtout, si vous me dites que le bruit n'est pas gaussien, dans mon application de l'onde, on peut le prendre en compte. Les calculs deviennent plus complexes. Mais si vous me dites que le bruit est poissonien, d'accord, la loi de Poisson, j'écris, je peux continuer jusqu'à ici. Oui, mais... Et je peux optimiser. Je peux calculer et optimiser donc la solution. Je peux obtenir une solution. Mais très souvent, évidemment, cette solution-là risque de ne pas être suffisamment bon pour les applications dans les problèmes inverses. Mais cette méthode a été utilisée dans un grand
de statistiques, c'est une des méthodes les plus connues, où ça a été étudié avec les bornes, etc., etc. Le nombre de papiers dans lesquels vous entendez donc maximum de vraisemblance dépasserait 1 million aujourd'hui. Donc, d'accord, pour nos applications en problèmes inverses, ça peut ne pas convenir. Parce que quoi? Parce qu'un exemple, que tout ça c'est vérifié, dans ce cas, on trouve un modèle équivalent de moindre carré, et on sait par ailleurs que cette méthode de moindre carré, pour nos applications pour les problèmes inverses, ne convient pas. D'accord? Mais sinon, c'est quand même une méthode plus générale, le moindre carré. Ok? Bien. Alors, tout de suite, on va dire, bon, maintenant, d'accord, j'ai pris en compte le bruit. Maintenant, deuxième chose que nous avons déjà auparavant, dans les cours précédents, on en a parlé, il faut pouvoir prendre en compte aussi l'information a priori. Et comment prendre en compte l'information a priori? Alors, c'est là que tout de suite, la méthode bayésienne va venir et jouer son rôle. Donc, deuxième approche, donc méthode bayésienne, c'est tout à fait naturellement, mais son apparition parce que, en plus de ce qu'on vient de faire, en plus de prendre en compte les caractéristiques statistiques du bruit, on voudrait, donc l'étape numéro 2, l'étape numéro 1, idem, avec maximum de vraisemblance. Mais l'étape numéro 2, c'est traduire une loi a priori. Le mot a priori. Cela signifie exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux connaître sur la solution que je cherche avant même de faire une mesure? Un exemple que j'ai donné déjà pour ceux qui ont suivi donc, le cours de première partie de cours, première semestre, c'est imaginer que vous cherchez, on vous demande donc d'aller mesurer la tension donc, de la vitre. Ben, vous, en tant qu'ingénieur, vous allez prendre un voltmètre. Vous allez prendre un voltmètre et la première chose que vous devez faire, vous devez réfléchir, de dire qu'est-ce que je suis en train de vouloir mesurer? C'est une tension donc, de la vitre. Où je me trouve? En France ou au Canada? Si c'est en France, je choisis l'échelle, quelque chose qui soit supérieur à 220 volts. Si c'est au Canada, je le mets sur 120 volts. Donc, vous avez quelque chose, avant même de faire des mesures, vous avez une idée. Exactement, la loi a priori. Évidemment, si votre connaissance a priori était parfaite, si vous êtes sûr que c'est 220 volts, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire de mesures. Donc, c'est une connaissance imparfaite, incomplète. Ce qui signifie quoi? Imparfaite, incomplète, incertain. Ben, on va dire, on va décrire cette connaissance que j'ai sous forme de loi a priori. Alors maintenant, si on arrive à faire ça, imaginons que j'ai réussi et que j'ai pu traduire ce que je voudrais, les connaissances que j'ai a priori sur la solution par une loi de probabilité. Dans ce cas, étape numéro 3, la règle de Bayes me donne tout de suite la solution. Ça, je le connaissais avant, l'étape numéro 1. Mais Bayes, en fait, tout simplement, a utilisé, il a donné son nom à quelque chose qui est utilisé, je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas du tout difficile, parce que vous faites ça multiplié par ça, égal à ça. En fait, c'est quoi? P de F sachant G multiplié par A de G, c'est P de F et G. P de G sachant F égale P de F, c'est P de F, G et F. Donc, ce n'est pas vraiment très complexe. Ceci dit, bon, ça, c'est du XVIIe siècle. Donc, voilà, la règle de Bayes. Je connais ça, ça c'est quoi? Alors, P de G, c'est en fait
l'intégrale de c'est une constante qu'on appelle constante de normalisation. Donc ça, c'est la vraisemblance. On utilise le mot vraisemblance ou likelihood. Ça, c'est a priori. Et bien évidemment, ça, par le mot qu'on va pouvoir utiliser, c'est a posteriori. Et la règle de Bayes, qu'est-ce qu'il fait? Il combine, on peut parler en termes de quantité d'informations, on peut dire que la règle de Bayes, il prend la quantité d'informations qu'il y a dans les données, la quantité d'informations qu'il y a a priori, il les combine, et il fabrique la loi a posteriori qui contient la loi a posteriori qui contient l'ensemble de notre connaissance, sur la solution. L'ensemble de notre connaissance, ça veut dire l'a priori et l'apport des données et du modèle de mesure, le modèle mathématique. Bon, bah alors maintenant, si je sais faire ça, je suppose que la plupart vous avez suivi donc, la première partie du cours, donc je n'ai pas besoin donc, de rentrer plus dans l'interprétation de ça. Et une fois qu'on a fait ça, bon, ben maintenant, quelque chose qui viendrait tout de suite à l'idée, comme solution à un problème, ben, quelque chose qui viendrait, si je voudrais définir juste une solution, parce qu'une loi de probabilité ne vous donne pas une solution. C'est une loi de probabilité sur la solution. Si quelqu'un vous dit, bon, ben, donnez-moi juste une réponse possible, c'est ce qu'on appelle maximum a posteriori. Et c'est quoi? C'est la solution qui correspond à la valeur de f qui rend la loi a posteriori maximale. Ça paraît très logique de choisir ça. Hein? C'est beaucoup plus quand même satisfaisant que le cas de maximum de ressemblance. Personne ne m'a posé la question quelle argumentation. Je chercherai, regardez ici l'argumentation, je chercherai comme solution à mon problème la valeur de f telle que la loi des observations connaissant f soit maximale pour la valeur que j'ai observée. Vous voyez, la phrase devient complexe pour pouvoir le comprendre. Alors que là, ici, c'est beaucoup plus simple. J'avais une connaissance a priori, mes données et mon modèle mathématique m'apportent des connaissances, je le transforme en loi a posteriori et je choisis la valeur de f qui correspond à la valeur de f qui maximise la loi posteriori. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Bon, ben, très bien. On va donner un exemple. C'est l'exemple, on va prendre le cas gaussien. Ce qu'on appelle le cas linéaire gaussien, c'est exactement le modèle G égale HF plus epsilon, avec epsilon gaussienne, ça veut dire P de G sachant F, ce qu'on vient d'écrire. Alors, je vais introduire cette notation proportionnelle A. Je vais écrire seulement les termes qui sont intéressants. Les termes qui sont des constantes, je ne vais pas l'écrire. Donc, pour ce terme-là, on avait quoi? On avait ça. L'étape numéro 2, si je dis le cas linéaire gaussien, supposez que vos arguments vous a amené à choisir une loi P de F gaussienne. Alors, P de F gaussienne est centrée. Qu'est-ce que j'obtiendrai ici?
D'accord? Alors ça, l'autre écriture de ça, c'était N, HF et sigma epsilon au carré I. L'autre écriture pour ça, c'est ça. Ici, sigma F au carré. C'est un exemple simple pour pouvoir faire des calculs plus finis. D'accord? Bon, ben donc dans ce cas, quel va être P de F, ça a changé. Ce qui est dans le dénominateur ne dépend pas de F. C'est une constante. Donc, je connais ça, je multiplie. Exponentielle de quelque chose multiplié par exponentielle de quelque chose. Ça fait exponentielle de la somme. Donc ça va faire voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelqu'un peut me dire quelle est cette loi a posteriori? C'est sous la forme de l'exponentielle de la somme de deux termes. Les deux termes sont quadratiques en F. Les deux termes sont quadratiques en F, donc l'ensemble, donc P de F, ça a changé, c'est proportionnel à exponentielle de moins 1 sur 2 sigma epsilon au carré de J de F. Et J de F, c'est quoi? C'est G moins HF au carré, plus sigma epsilon au carré sur sigma F au carré, fois F. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit? Bon, ça, c'est quelque chose de quadratique. F. Quelque chose qui est quadratique en F, je peux l'écrire forcément sous la forme de Vous êtes d'accord? Je peux l'écrire sous cette forme? Il suffit que je le développe, je m'organise pour que ce soit comme ça. Si j'arrive à faire ça, qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que P de G, P de F, ça a changé. C'est une gaussienne. Si je réussis à faire ça, j'ai tout de suite la solution. C'est une gaussienne avec la moyenne. Non, c'est pas grave. Je vous laisse faire le calcul. C'était aussi une petite partie donc, de l'exercice de l'examen de premier cours. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont fait, ben, la solution c'est sigma chapeau c'est H transpose H plus, si ça je l'appelle mu, plus mu fois I, moins 1, et F chapeau c'est sigma chapeau H transpose G. Vous allez me dire que F chapeau, je vais réécrire ici, F chapeau c'est H transpose H plus une fois I moins 1 H transpose G. Et ça, on le connaissait déjà. Alors, faire tout ça depuis le nord et arriver et retrouver donc ce qu'on connaissait déjà auparavant sans utiliser donc les règles de probabilité et les exponentielles et tout et tout.
Alors, je vous dirais que ça vaut le coup, parce que les questions qu'on se posait, en plus ici, on retrouve donc J de F. Vous allez voir que le J de F qui est ici, ça aussi on le connaissait. Et ça aussi on le connaissait déjà. Mais par contre, maintenant on a des réponses. Pourquoi ça? Ben, la raison c'était parce qu'on a supposé que le bruit était aussi. Pourquoi ça? C'était l'a priori. Pourquoi alors? Ben, exactement. Un élément plus important ici, pour la valeur de mu, qu'on ne savait pas quoi faire, comment choisir, ben là ici vous avez une interprétation. Ça ne veut pas dire que vous savez le calculer. Hein. Au moins vous avez une interprétation. C'est le rapport de bruit sur le signal. Si le bruit est faible, mu va être faible. Si le bruit est fort, il faut mettre un mu plus fort. En pratique, mu ne devrait pas être très grand. Ça dépend de votre problème. En tout cas, vous avez une interprétation, c'est ça qui est important. Maintenant, suivant l'application, évidemment, vous utilisez l'autre. Et un point encore supplémentaire, un avantage supplémentaire, c'est que si quelqu'un maintenant, d'accord, vous avez calculé cette solution-là, imaginons que F, c'était un vecteur, F, c'était une image avec 4 pixels. 4 pixels seulement, 2 par 2. Donc vous aviez F1, F2, F3, F4. Ça c'est les valeurs. F1 chapeau, F2 chapeau, F3 chapeau, F4 chapeau. Vous avez calculé. Maintenant, si quelqu'un vous pose la question, quelle confiance vous faites à cette solution? Est-ce que vous pouvez mettre barre d'erreur sur la solution? Oui. Tout de suite, immédiatement. Immédiatement, ben, ce calcul-là que j'ai fait ici, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir utiliser l'élément, c'est une matrice de dimension 4 par 4, les éléments diagonaux, et les éléments diagonaux, je l'appelle ça sigma chapeau i au carré, vont me servir à mettre les barres d'erreur. On peut prendre racine carrée de ça, faire un sigma d'un côté, un sigma de l'autre, ou 3 sigma d'un côté et 3 sigma de l'autre. Ce seront donc des barres d'erreur à 1 sigma ou à 3 sigma. Si quelqu'un vous pose, est-ce qu'il y a un lien entre F1 et F2? Ben, on va l'utiliser, le sigma chapeau, IJ, pour décrire que oui, si par exemple sigma chapeau IJ est positif, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque F1 augmente, F2 aussi va augmenter. Si c'est négatif, ça vous dit que c'est à l'envers. Donc vous voyez que vous pouvez répondre à beaucoup plus de questions que dans la méthode déterministe. Et au final, c'est que vous avez maintenant l'outil qu'on va développer dans les 3 sens qui vont venir par la suite. L'outil qui va vous permettre, bon là, pour l'instant, je ne vous ai pas dit, on vient de dire, on va prendre un exemple gaussien. Mais vous ne m'avez pas posé la question, quels sont vos arguments pour dire que ce que vous cherchez, c'est gaussien. Mais c'est là. On va voir qu'on va discuter énormément des différentes possibilités pour P de F, la régularité, la positivité, le fait que je sais que c'est continu par morceau, le fait que je sais que c'est impulsionnel, le fait que je sais que c'est constant par, c'est variation lente mais avec les contours et les régions, etc. Tout ça, comment introduire, comment traduire en langage de probabilité les différents a priori, et en fonction de ces différents a priori, on va voir quelles vont être les complexités
calcul, vous allez le voir pour ce calcul et les schémas. Donc là maintenant, c'est vrai que ça nous a donné des informations sur Oui. tout ça. Mais on aurait besoin d'avoir à la fin un tout. Oui. C'est vrai qu'on a tout ça. Mais c'est ça. On revient, donc on revient. On revient à calculer au point de vue méthode ou algorithme que vous avez écrit. De toute façon, il faut revenir de nouveau et utiliser les mêmes techniques qu'on a déjà appris auparavant. Sauf que, ben oui, mais de toute façon, pour ce calcul-là, il faut que vous fassiez l'optimisation comme précédent. Ça n'a pas changé. Oui, on avance, mais tout ce qu'on a appris auparavant, on l'utilise. D'accord? Donc évidemment, pour ce calcul-là, on va l'utiliser toutes les techniques algorithmiques qui est nécessaire pour pouvoir calculer ça. Alors, l'intérêt supplémentaire, c'est qu'avec cette méthode probabiliste, je vais pouvoir vous donner d'autres algorithmes qui n'étaient pas possible de les décrire dans la méthode précédente. Par exemple, toutes les méthodes à base de MCNC. Chaîne de Markov. Je vais vous en parler, donc vous allez voir. Vous allez voir que ça va être extrêmement riche comme méthode parce que, premièrement, richesse ici. Ensuite, et même ici aussi, si la loi, si le bruit n'est pas gaussien et que c'est poissonnier, on peut le prendre en compte. Richesse ici. Et ensuite, au niveau de richesse de l'interprétation, et au niveau de richesse de la manière donc, de calculer cette même solution-là, autrement que... et surtout les points importants qui vont être extrêmement utiles lorsque vous allez appliquer ce genre de technique, par exemple dans le domaine de finance, dans le domaine de santé, dans le domaine de l'imagerie, et pour la détection d'un tumeur. Si vous venez et non seulement vous montrez une image à un médecin, mais à côté une autre image dans laquelle vous mettez les barres d'erreur, le médecin il doit pouvoir effectivement apprécier donc, le résultat que vous allez pouvoir lui montrer. Vous lui dites, attendez, la valeur de ce pixel est plus haut que la valeur des pixels voisins, d'accord? Ça voudrait dire qu'éventuellement il y a une tumeur. Mais dans la méthode précédente, c'était tout. Mais là, si vous venez tracer aussi quelque chose pour dire au médecin, d'accord, d'accord, je pense que c'est un tumeur, mais avec un degré de confiance qui est là, et là, ça va être une grande aide pour le médecin, effectivement, pour pouvoir prendre cette décision. Ce qu'on ne pouvait pas faire si on restait donc dans la méthode déterministe. Alors, ne rêvons pas quand même. Parce qu'il faut être capable de calculer ça. Pour calculer ça, il existe un très grand nombre de méthodes déjà pour calculer ça. Mais pour calculer ça, attendez, il faut pouvoir inverser cette matrice. Ce calcul est difficile, d'accord. Oui, les méthodes bayésiennes, en général, si on veut aller jusqu'au bout, ça nécessite plus de calcul. Mais ça vaut le coup. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une bonne chose de pouvoir fournir ça. Mais ça nécessite à inverser cette matrice. Mais si on a des outils pour inverser cette matrice, de toute façon, pour inverser cette matrice, on avait besoin aussi, de toute façon, pour calculer la solution. Comment inverser? On vous a déjà donné donc, des solutions. Déjà, je vous ai donné déjà auparavant les moyens pour calculer ces solutions. Mais il existe aussi des moyens à pouvoir trouver des estimations pour ces grandeurs-là, sans réellement être obligé de l'inverser. D'accord? Oui, donc commencer la richesse donc, de cette approche bayésienne, mais il y en a encore plein d'autres méthodes. Il y a les méthodes dites à base de maximum d'entropie. Donc j'ai plein d'autres méthodes, mais on n'aura pas le temps donc, de détailler toutes ces méthodes probabilistes-là. Je me limite à principaux, maximum de vraisemblance, et surtout bayésienne. Mais de toute façon, dans le cas bayésien, c'est même pas la peine de parler de maximum de vraisemblance, parce que dans le cas bayésien, si vous choisissez une loi a priori qui est une constante, ça veut dire pas d'a priori. Qu'est-ce que ça signifie choisir P de f égale une constante? Ça veut dire que je ne voudrais pas prendre en compte quoi que je crois sur f.
c'est une loi de probabilité constante pour tout R. Dans ce cas, vous soufflez le maximum de ressemblance. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas la peine donc, de distinguer entre maximum de ressemblance et bayésien. Alors, il y a une vingtaine d'années, c'était la guerre. Parce que 90%, 95% des statisticiens, c'était maximum de ressemblance. Et donc, non bayésien. Bon, aujourd'hui, cette différence a énormément diminué. La plupart des collègues, même qu'on avait ici dans l'équipe, qui étaient non bayésiens, et se bagarraient donc contre les bayésiens, aujourd'hui, ils sont devenus bayésiens. Donc, c'est plus la peine donc, de parler donc, de cette bayésien et non bayésien. Je pense qu'aujourd'hui, surtout pour nous, les ingénieurs, on ne peut qu'être bayésien. Donc, forcément, donc c'est pas la peine que je parle de faux choses, mais on va détailler les différents choix possibles. Alors, avant de finir sur cette bayésien, comme je vous ai dit que ça va nous ouvrir la voie, parce que j'ai choisi ici la solution qui était la solution la plus probable, c'est maximum a posteriori. Mais est-ce que c'est toujours le bon choix à faire? Imaginez que la loi a posteriori soit comme ça. Ok? Bon, oui, vous allez vous dire, oui, pourquoi pas. Je vais choisir ça comme la solution au sens de maximum. Mais quelqu'un d'autre peut venir et argumenter, de dire moi je préfère, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité pour que la vraie valeur de f soit supérieure à ça, c'est cette surface. Alors que la loi de probabilité pour que la valeur de f soit inférieure à ça, c'est cette surface. On peut vous reprocher, en choisissant donc l'estimateur au sens maximum a posteriori, dire vous n'êtes pas. Si la loi était symétrique, oui, pas de problème. Mais si la loi n'est pas symétrique, on peut dire autre chose. Peut-être qu'une autre solution serait meilleure. Par exemple, la solution qui correspondrait à l'espérance a posteriori. Espérance, comment on le calcule? Si je connais la loi a posteriori, l'espérance, c'est ça. Ah oui, d'un côté ça simplifie la vie, mais de l'autre côté ça crée des nouvelles questions. Et la plupart des bayésiens d'origine, ils préfèrent ça que ça. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer que ce critère, il minimise ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. Autrement dit, si on choisit un coût pour l'erreur de l'estimation, un coût quadratique, et on calcule la valeur moyenne donc, de ce coût quadratique, cet estimateur minimise. Alors maintenant, quelqu'un d'autre peut vous dire, écoutez, moi c'est très important pour moi, pour vous dire, c'est très important pour moi de choisir une solution telle que la surface ça veut dire la loi de la probabilité pour que la valeur de f soit supérieure soit égale que la probabilité pour qu'il soit inférieur. C'est la définition de médiane. La médiane est telle que l'intégrale de moins infini jusqu'à la médiane de P de f
l'intégrale de f médiane jusqu'à l'infini. Ça veut dire la surface. Bon, vous avez espérance, parfois on l'appelle ça aussi posterior mean, notation dans les vocabulaires anglais. En français, on ne pouvait pas le mettre. Parce que moyenne a posteriori, ce serait pareil que maximum a posteriori. Donc tous les deux, ce serait même appelé. C'est pourquoi en français, on utilise espérance a posteriori. En anglais, le mot est plutôt posterior. On peut aussi mettre posterior expectation. Mais voilà donc. Alors, pour ceux qui ont suivi donc la première partie donc, du cours, on en avait déjà pas mal discuté sur ces différents choix, la théorie de la décision, etc. Je ne vais pas redire donc tout ça, mais on va voir que choisir espérance a posteriori ou choisir la médiane, ça va jouer sur la manière de calculer la solution. Alors, par exemple, pour maths, d'après son nom, on aurait besoin de quoi? Un algorithme d'optimisation. Pour calculer la solution au sens de maximum a posteriori, on a besoin d'un algorithme d'optimisation. Pour calculer l'espérance a posteriori, il faut calculer ça. Donc on a besoin d'un algorithme d'intégration. Calcul numérique d'intégrale. Mais d'intégrale de très grande dimension. Ce n'est pas un intégral simple, parce que f, c'est un vecteur de dimension nulle. La médiane, c'est pareil. Bon, c'est plus rarement utilisé, donc on va se limiter à ces deux. Donc optimisation ou intégration. Alors pour l'intégration, en particulier, pour ça, c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser pour optimisation. Si la loi a posteriori était symétrique, toutes les trois seraient identiques. Donc vous choisirez ce qui était le plus simple. De toute façon, le résultat, c'est la même. Mais si la loi a posteriori n'est pas symétrique, dans ce cas, évidemment, il faut choisir